Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Monezero et Mamadou Oumfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mamadou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de la ménopause, une étape de la vie de la femme qui survient généralement entre 45 et 55 ans. Il y a plusieurs signes comme des bouffées de chaleur, l'irritabilité, les maux de tête, la fatigue. Mais malheureusement, il y a aussi une baisse de la libido, c'est-à-dire une baisse de l'appétit sexuel chez la femme. Nous le verrons dans cette édition, la ménopause peut survenir précocement chez certaines femmes. J'ai atteint la ménopause à l'âge de 38 ans. Je ne me préparais pas à ça et je suis allée même à l'hôpital. Et surtout, je me demandais comment je peux ne pas avoir mes règles au moment où je ne fais même pas de contact avec les hommes. Quels sont les signes qui annoncent la ménopause? Comment s'y préparer? Quelles sont les possibles complications? Les réponses, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mamadou. Parlons tout d'abord de la Côte d'Ivoire qui a initié un projet de recherche et de fabrication des médicaments. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Mabry Touakeus, vient de séjourner aux États-Unis dans ce cadre. Effectivement, Mamadou, le ministre Mabry Touakeus était dans l'État de Virginie où il a signé avec la Virginia Commonwealth University une convention pour la recherche scientifique des médicaments. En fait, il s'agit d'un projet sur lequel travaille le gouvernement ivoirien depuis plusieurs mois. Il a été adopté en Conseil des ministres le 21 mars 2018. C'est un projet d'environ 75 millions de dollars dont l'un des principaux partenaires est la fondation Bill et Melinda Gates. En plus du gouvernement ivoirien, de la Virginia Commonwealth University et de la fondation Bill et Melinda Gates, d'autres partenaires sont attendus pour matérialiser le projet, notamment des fonds de prévoyance et autres industries et laboratoires pharmaceutiques. Eh bien, Firmin, que doit-on attendre de ce projet? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? C'est un projet qui pourrait faire de la Côte d'Ivoire un hub régional en matière de recherche et de fabrication de médicaments. C'est aussi une occasion de développer davantage la coopération entre les chercheurs africains et les chercheurs occidentaux. Mais pour ce qui est des populations, ce projet devrait se traduire par un meilleur accès à des médicaments et surtout à des coûts abordables. Également, ce projet pourrait contribuer à réduire les faux médicaments dans le pays. Selon les autorités ivoiriennes, au cours des 2 dernières années, 385 tonnes de faux médicaments ont été saisis dans le pays. 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Ils sont réputés peu chers, mais peuvent être mortels pour ceux qui la consomment. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, les médicaments contrefaits sont à l'origine de près de 100 000 décès par an en Afrique. Les médicaments, on en parle aussi au Bénin. Un tribunal de Cotonou, la capitale béninoise, a condamné le 6 novembre dernier un député de l'opposition à 6 ans de prison ferme pour avoir importé de manière frauduleuse des médicaments au Bénin. Oui, Mamadou, le juge de la première chambre correctionnelle, Rodolphe Azo, a condamné le député Mohamed Atao Inouho à 76 mois de détention pour s'être opposé à la perquisition de son domicile et pour fraude douanière liée à l'importation des marchandises prohibées. En détention depuis mai 2018, le député était l'une des chevilles ouvrières au Bénin de New Cesamex, un laboratoire pharmaceutique basé en République démocratique du Congo. D'importants stocks de médicaments avaient été saisis à son domicile et certains de ses collaborateurs ont été poursuivis pour trafic et vente illicite de médicaments. Il devra également payer 3 milliards de francs CFA d'amende et dommages et intérêts. Maître Aboubakar Baparapé, un des avocats du député, a dénoncé un procès politico-judiciaire et a promis qu'il ferait appel. Eh bien, Firmin, même si les partisans du député dénoncent un procès politique, il n'en demeure pas moins vrai que le Bénin est un pays où circulent les faux médicaments. Tout à fait. Le Bénin a la réputation, avec son grand voisin nigérian, d'être la plaque tournante du commerce illicite des médicaments en Afrique de l'Ouest. Les faux médicaments ou médicaments importés de manière illégale circulent notamment en passant par le port de Cotonou. Le gouvernement du président Patrice Talon, élu en 2016, a décidé de combattre ce fléau qui tue près de 100 000 personnes chaque année en Afrique subsaharienne, selon l'Organisation mondiale de la santé. Des dizaines de tonnes de faux médicaments ou de médicaments qui échappent à la commercialisation officielle ont été saisis et des dizaines de personnes arrêtées au Bénin.
Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Signalons pour finir avec cette page actualité qu'une maladie d'origine inconnue a tué plus de 2000 bovins dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo. Entre le 10 août et le 10 octobre, 2444 bêtes sont déjà mortes alors que 40 000 sont à risque, a déclaré Robert Sengue, chef de l'antenne provinciale du service national d'épidémie surveillance de Kwilu. Jusque-là, aucune autopsie ni prélèvement des échantillons n'ont été opérés sur la viande de ces animaux tués par cette maladie, selon lui. Des moyens financiers et logistiques sont attendus des autorités pour des enquêtes épidémiologiques et la lutte contre cette maladie, a-t-il aussi indiqué, invitant les partenaires de la RDC à se joindre à cet effort parce que la population consomme cette viande impropre. Surtout que la province de Kwilu est l'une des sources d'approvisionnement de Kinshasa en produits de consommation courante. Et en attendant, firmant les prélèvements et l'analyse de cet échantillon, que sait-on de cette maladie ? Selon Robert Sengue, les bovins atteints de cette maladie souffrent de diarrhée verdâtre ou sanglante, salivation, écoulement nasal et buccal, larmoiement, paralysie des membres et faiblesse généralisée. La mort intervient après 3 à 4 jours. Après la mort, la chair des bovins devient verdâtre, puis se décompose en dégageant une odeur nauséabonde. Vivement que les autorités se mobilisent et prudence aux populations qui doivent bien cuire la viande avant de la consommer. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la ménopause. Il s'agit d'une étape de la vie de la femme qui s'annonce quand ses règles cessent d'apparaître et quand elle ne peut plus mettre au monde des enfants. La ménopause n'est pas une maladie, mais ces manifestations peuvent se traduire par des malaises, bouffées de chaleur, fatigue, maux de tête et bien d'autres. Bien plus, ces changements peuvent irriter la femme et engendrer des troubles d'humeur. Pour parler de tout cela, nous recevons comme invité le docteur Richard Mukendi. Il est gynécologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondante, Gabrielle Nina. Quand dit-on qu'une femme a atteint la ménopause ? En fait, le mot ménopause vient du grec où nous avons deux radicaux. Nous avons le radical ménos qui veut dire règle et pause qui veut dire arrêt. En fait, on va dire d'une femme qu'elle est ménopausée quand elle a un arrêt complet de ses règles. Et la ménopause concerne-t-elle aussi les hommes ? Non, chez les hommes, on parle plutôt d'andropause, mais qui n'est pas exactement comparable à la ménopause chez les femmes, mais c'est plutôt une baisse de la fécondité chez les hommes. Mais la ménopause est un peu plus radicale que ça. Est-ce qu'il y a un âge précis pour la ménopause ? En fait, ça dépend des milieux, mais l'âge de la ménopause normale va de 45 à 55 ans. Dans notre pays, par exemple, les études qui ont été faites, la femme est ménopausée autour de 45 plus ou moins 5 ans. Ça veut dire que ça va de 40 à 50. Mais quand nous allons en France, par exemple, la moyenne est de 51 ans, c'est-à-dire de 45 autour de 56 ans par là. Et donc, vous l'avez compris, si nous devons rester dans une marge, on va prendre de 45 à 55 ans. Faut-il considérer la ménopause comme une maladie ? Bon, la ménopause n'est pas vraiment une maladie parce que c'est une phase normale de la vie d'une femme. Du moment qu'elle était petite fille, elle a eu une vie génitale active et puis finalement elle entre en ménopause. Mais on considère ça à certains moments comme une maladie parce qu'effectivement il y a un inconfort qui est parfois majeur chez la femme au cours de cette ménopause-là. Donc la plupart des signes qui apparaissent peuvent être apparentés à des signes qu'on a au cours de certaines maladies, effectivement. Faut-il se préparer à la ménopause ? Pourquoi ? Mais absolument pas, c'est une fatalité. Ça veut dire toute femme devrait nécessairement arriver à la ménopause, du moins si elle atteint cet âge-là, quoi. Et donc, il faut s'y préparer parce que ça va arriver nécessairement. Et donc, il y a un certain nombre de conseils que l'on donne aux femmes pour leur dire de quelle façon elles devraient se préparer pour que cette ménopause-là se passe avec moins de heures possible. Hein. C'est un peu ça. Pourquoi certaines ménopauses arrivent plus tôt ou plus tard que d'autres ? En fait, la ménopause est souvent liée à la génétique. C'est ce qui fait que vous pouvez aller dans une famille où toutes les femmes ont des ménopauses précoces. Alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je précise une chose. On parle d'une ménopause précoce quand cette ménopause-là arrive avant l'âge de 40 ans.
On parle d'une ménopause tardive quand elle arrive au-delà de 55 ans. Et donc, ça dépend d'une famille à l'autre, ça dépend d'une personne à l'autre. Et bien entendu, il y a aussi des éléments iatrogènes, si vous voulez, des actes qu'un médecin peut poser sur une femme et qui seraient à la base justement de cette ménopause-là précoce du genre. On vous a castré, on vous a enlevé les 2 ovaires par exemple, ou on vous a soumis à un traitement chimique. Ça a bloqué complètement, n'est-ce pas, le fonctionnement hormonal de votre organisme. Donc en ce moment-là, on se retrouve justement avec une ménopause précoce qui est iatrogène. Cette fois-là, ça veut dire que c'est le médecin qui a déclenché ça. Justement, pourquoi la femme ménopausée n'accouche-t-elle plus? Au cours de la vie d'une femme, ces ovaires ont ce qu'on appelle des follicules qui contiennent des ovocytes. Les ovocytes que les gens ont l'habitude d'appeler ovules. La rencontre entre un ovule et un spermatozoïde va former un œuf fécondé qui donnera un embryon, un fœtus qui plus tard deviendra un bébé, n'est-ce pas? Alors, chez les femmes, ces ovocytes-là, dans ces follicules-là, tous n'arrivent pas à maturité. Alors, chez une femme, nous avons en moyenne 400 ovocytes qui pourront arriver avec leurs follicules à maturité. Et donc, si vous faites le calcul que chaque mois, la femme perd à peu près un ovocyte, donc en une année, la femme en perd 12. Alors, si elle en a 400, si on divise 400 par 12, nous tombons autour de 33,5 à peu près. Et vous comprenez bien, quand une femme a ses règles à partir de 12-13 ans, si vous faites plus 33, vous êtes autour de 45 ans. En fait, l'étiologie réelle de la ménopause, c'est que nous avons un épuisement de tout le capital folliculaire de la femme. C'est-à-dire la femme n'est plus en mesure d'ovuler. Et en ce moment-là, vous comprenez bien que automatiquement, quand on est ménopausé, on ne peut plus concevoir. Et donc, quand on a la ménopause, il n'est plus question de concevoir, c'est pas possible. Une femme ménopausée a-t-elle nécessairement des difficultés à entretenir des relations sexuelles? Parmi les signes qui accompagnent la ménopause, il y a plusieurs signes comme des bouffées de chaleur, l'irritabilité, les douleurs ostéo-articulaires, ainsi de suite, des maux de tête, la fatigue. Mais malheureusement, il y a aussi une baisse de la libido, c'est-à-dire une baisse de l'appétit sexuel chez la femme. Si on ajoute à cela l'irritabilité, la jalousie extrême, ainsi de suite, vous comprenez que ça devient un tout petit peu difficile d'entretenir des relations normales avec le partenaire qu'elle pourrait avoir dans sa vie. Et c'est ce qui fait que non seulement elle a une baisse de l'appétit sexuel, son vagin est beaucoup plus sec qu'auparavant et que donc elle a ce qu'on appelle des dyspareunies. Ça veut dire à chaque rapport sexuel, elle a certaines douleurs. Ça fait que vraiment, ça ne l'intéresse plus beaucoup, du moins pendant la période de la ménopause, parce que juste après, c'est ce qu'on appelle la post-ménopause, où les choses peuvent à peu près rentrer dans l'ordre d'une certaine façon, et que donc, au cours de cette ménopause-là, la femme entretient très difficilement des relations normales avec les partenaires qu'elle pourrait avoir, et que donc, c'est tout à fait logique, où on devrait s'attendre à ce qu'une femme qui est ménopausée puisse avoir des difficultés à entretenir des rapports normaux avec son partenaire. Quelles sont les éventuelles complications sur le plan de la santé qui peuvent arriver avec la ménopause et comment y remédier? Nous avons plusieurs types de complications, mais les plus graves, c'est notamment, premièrement, l'ostéoporose, c'est-à-dire une déminéralisation des os. Ce qui fait que la femme aura des fractures pathologiques. Ça veut dire, on se fracture quand on tombe ou quand on a fait un mouvement violent, n'est-ce pas? Mais ici, avec les mouvements de tous les jours, la femme se fracture, notamment le col du fémur, parfois même la colonne vertébrale. Et que donc, c'est une complication grave qui peut même rendre la femme impotente. Alors, à part ça, nous avons aussi des troubles cardiovasculaires, où la femme a soit des hypertensions malignes, soit alors elle a des troubles cardiaques graves du fait de cette ménopause-là. Il arrive aussi qu'au cours de la ménopause apparaissent certaines maladies comme le diabète, n'est-ce pas, qui sont assez invalidants. Et que donc la femme a ces complications-là du fait de la ménopause. Et comme vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, les médecins ont ce qu'on appelle un traitement hormonal de substitution pour les femmes chez qui nous avons des complications graves. Ça veut dire on va essayer de pallier à cette carence en hormones chez elle en lui en donnant artificiellement. Et ça permet, n'est-ce pas, à cette femme-là de recouvrer un temps un peu sa santé. Mais comme il y a aussi des effets secondaires de ces hormones-là, alors on va plutôt demander à la femme d'améliorer son style de vie, être moins sédentaire, faire beaucoup d'activités physiques, faire du sport, n'est-ce pas, changer son alimentation,
ne pas manger trop gras, ainsi de suite, manger beaucoup plus de légumes et des choses comme ça. Et que donc, parmi la nourriture qu'on va conseiller à la fin, nous avons aussi le soja, par exemple, qui contient ce qu'on appelle des phytoestrogènes. Ça veut dire des oestrogènes qui viennent des plantes, qui ont moins d'effets secondaires que les oestrogènes artificiels qu'on pourrait donner à la femme. Et que donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir corriger les complications qui peuvent arriver lorsqu'on est ménopausé. Comment vivre pleinement sa ménopause sans avoir le sentiment d'être malade ou diminué? Les femmes qui sont ménopausées, comme vous l'avez compris, nous leur demandons de changer de style de vie, mais nous essayons aussi d'intéresser l'entourage, c'est-à-dire le partenaire d'abord, le mari ou le partenaire avec qui la femme vit, parce qu'il faudrait qu'il puisse être beaucoup plus patient et compréhensif, parce qu'elle est en train de traverser une période difficile pour sa vie et qu'il faudrait l'accompagner en cela. Alors nous avons aussi l'entourage proche comme la famille, n'est-ce pas? Les enfants, les sœurs et tout ça, qui doivent pouvoir aider cette femme-là à traverser cette période-là. Mais nous voyons aussi les personnes morales ou les personnes, si vous voulez, comme des pasteurs, des prêtres, des gourous, je sais pas moi quoi, selon la culture, qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, aider la femme à traverser cette période-là avec des conseils, un style de vie particulier comme le yoga, des choses comme ça, et que ça peut permettre à cette femme-là d'accepter cette condition de sa vie parce qu'elle ne dure pas beaucoup, c'est souvent entre 4 à 5 à 6 ans, après quoi les choses s'amendent plus ou moins. Et que donc, vous l'avez compris, elle-même, elle doit changer de style de vie concernant ses activités physiques et tout ça, l'alimentation, mais il y a aussi l'entourage qui est mis à contribution pour permettre à cette femme-là de supporter son état. Nous remercions donc le docteur Richard Mukendi, gynécologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante, Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. La ménopause est une étape qui peut survenir précocement, comme nous l'a expliqué notre invité. C'est d'ailleurs le cas chez Monique Mourandia, devenue ménopausée à 38 ans. Surprise dans un premier temps, cette Congolaise qui a désormais 57 ans a su affronter cette épreuve avec courage. D'ailleurs, elle fait partie des femmes qui trouvent des avantages à la ménopause. Écoutez son témoignage recueilli par notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Moi, j'ai constaté que c'était précoce, puisque j'ai atteint la ménopause à l'âge de 38 ans. Et j'ai constaté, je ne me préparais pas à ça, puisque moi, je savais que, d'après ce que ma mère me disait, puisque ma mère me préparait de tout et de rien, j'ai pensé que je devrais atteindre la ménopause à l'âge de 45 ans. C'était une surprise d'atteindre la ménopause à l'âge de 38 ans. Et comment s'est manifestée votre ménopause? Quels signes vous ont alerté exactement? Bon, ça n'a pas déstabilisé quand même ma vie, soit ma situation. Seulement que je sentais un peu de chaleur dans mon corps. Et je me sentais vraiment très, très fatiguée. Souvent, je me sentais fatiguée. Et je me demandais si c'était pourquoi. Quelques jours après, j'ai commencé encore à me retrouver. Et je suis allée même à l'hôpital pour me demander pourquoi je viens de faire 3-4 mois, chaque que je puisse voir encore mes règles. Heureusement que le docteur m'avait dit que ça ne peut rien faire, ça n'a pas de problème. Et surtout, je me demandais comment je peux ne pas avoir mes règles au moment où je ne fais même pas de contact avec les hommes. Je me posais cette question, puisque normalement, je devrais me considérer comme une femme enceinte. Après avoir fait les examens, je me suis rétablie et le médecin m'avait dit que peut-être ça peut être le début de la ménopause. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis que vous avez atteint cette ménopause? Je suis toujours à l'aise, je me sens toujours à l'aise. Et d'ailleurs, ça m'aide beaucoup puisque quand la personne est indisposée, elle est toujours déstabilisée, elle se sent mal à l'aise. Je croyais que partout là où elle passe, elle peut peut-être salir ses vêtements, tout ça. Mais maintenant, je me sentais à l'aise, j'ai marché vraiment librement comme un homme là, sans avoir encore des problèmes autour de moi. Alors, avez-vous des problèmes particuliers liés à cette ménopause? Non, je n'ai pas de problème. Je me sens toujours à l'aise et d'ailleurs, je suis très à l'aise et très courageuse. Je fais tout ce que je peux, à savoir que je ne peux pas maintenant me contenir pour dire que je ne peux pas tomber enceinte. Je dois toujours continuer à garder ma dignité, ma sainteté telle que je ne vais pas me contenir dans ma vie. Votre mari vous a-t-il accompagné dans votre nouvelle vie des femmes ménopausées? Bon, de ma part, moi je suis célibataire. Depuis ma naissance, je suis toujours célibataire. Pensez-vous que les hommes peuvent jouer un rôle
pour aider la femme ménopausée à vivre cette étape de vie? Je pense que ça ne change rien dans la vie. Et les hommes peuvent toujours vivre avec leurs femmes. Et d'ailleurs, c'est plus mieux parce que là, on peut s'amuser comme on veut. On ne peut plus c'est parce que peut-être si je fais des relations sexuelles avec mon mari, dans cette période, je peux tomber enceinte ou bien soit être comment. Mais on s'amuse librement. On joue d'ailleurs l'amour comme on veut. Puisque l'amour, ça se manifeste souvent par des relations sexuelles dans le foyer. Si une fois votre mari ne trouve pas le courage de s'amuser avec vous, avec la situation actuelle, c'est que vous allez commencer à songer, à dire que peut-être il ne vous aime plus. Mais quand vous commencez à vous amuser n'importe comment, et pas n'importe comment, à se respecter quand même. Vous commencez à vous amuser avec votre mari sans avoir peur de quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est la grossesse. Puisque vous savez que ce n'est pas aussi beau de mettre au monde beaucoup d'enfants au moment où la vie est devenue vraiment très très difficile. Donc si vous avez la chance d'avoir aussi la ménopause précoce telle que moi je l'ai eu, ça ne peut pas déranger aussi, je pense, la famille ni votre foyer. Ça va toujours vous aider à ne plus s'attendre à mettre au monde plusieurs enfants. Alors enfin, pouvez-vous nous rappeler combien d'âge vous avez aujourd'hui et à quel âge vous avez eu la ménopause, et en nous donnant exactement les quelques conseils que vous pouvez donner aux jeunes femmes qui redoutent cette étape de leur vie? Oui, je vous dis qu'actuellement j'ai 57 ans et je suis toujours jeune. J'ai quand même ma force. Je fais tout, je travaille comme toute femme et même de plus que les plus jeunes que moi. Puisque j'ai cette chance de ne pas perdre mon temps en s'amusant n'importe quoi. C'est pourquoi j'aimerais dire aux femmes qui sont en train de passer que la ménopause peut déstabiliser la vie d'une personne, j'aimerais leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, la ménopause peut aider de plus en plus la femme à rajeunir si elle se comporte d'une manière sage. C'était Monique Mourandia, une femme devenue ménopausée à 38 ans. À quoi peut ressembler une vie de couple quand la femme devient ménopausée? C'est la question que nous avons posée à Ulimwengu Vivumbano. Marié à une femme ménopausée, il pense que la ménopause ne devrait pas poser de problème pour les couples qui s'y préparent. Voici son témoignage recueilli une fois encore par notre correspondant Erikas Mouissi. Vous êtes au foyer, comment ne pas savoir que votre femme est en ménopause? Parce qu'après tout, vous êtes ensemble. Quand elle connaît sa menstruation, vous devez être au courant. Quand il y a arrêt, vous devez être informé. Alors, étiez-vous préparé? Comment avez-vous réagi quand vous avez su que votre femme ne ferait plus d'enfants parce qu'elle atteint la ménopause? On peut même arrêter les enfants avant la ménopause. Je ne crois pas que la ménopause signifie toujours, donc la menstruation signifie toujours mettre au monde. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent à 2, 3, 4 enfants. Et surtout quand vous êtes marié à l'âge peut-être entre 25 et 40 ans, là, la femme est féconde. Elle peut faire le nombre de fois que vous voulez, même si elle atteint la ménopause par après. Ça ne fait ni chaud ni froid. C'est une situation physiologique qui arrive à toutes les femmes du monde. Et on connaît ça à l'âge de 50 ans environ. Et à cet âge-là, vous ne pouvez pas vous attendre encore aux enfants. Quand vous les avez limités déjà peut-être à l'âge de 40 ans. Il n'y avait rien de surprise. Rien de surprise. Seulement la femme connaît des faits physiologiques. Et c'est normal quand on est en vérité. Et surtout encore intellectuel. Ce sont peut-être les paysans les non informés dans le temps. C'est dans cette période-là que parfois dans le temps, on exigeait à l'homme de chercher encore une seconde ou une troisième femme. Parce qu'après tout, comme on l'a dit en psychologie, ça dépend d'une femme à l'autre. Et les pulsions sexuelles diminuent. Elle n'a plus encore de goût sexuel, mais parfois ça passe, c'est passager. La pulsion sexuelle revient. Et comme on dit d'ailleurs, je peux dire que, comme on nous a dit à sexologie, plus on avance en âge, plus la pulsion sexuelle diminue. À ce moment-là, je crois que l'homme ne peut vouer à tout moment pour dire connaître sa femme. La ménopause ne signifie pas même d'ailleurs rupture des relations sexuelles si vous êtes voué à ça. Mais je sais que l'homme, plus il grandit, plus la pulsion sexuelle diminue. Et alors, comment se passe votre vie de couple avec une femme ménopausée? Avez-vous connu des difficultés particulières à un certain moment? Il dit que la pulsion sexuelle diminue. Si elle-même, elle ne veut pas, par exemple, des relations sexuelles, et que vous aussi, vous n'êtes pas voué à cela, et vous laissez que cela se passe.
C'est une intimité d'ailleurs pour une femme même qui n'a pas encore atteint la ménopause. Il n'est pas dit qu'à tout moment elle est vouée à recevoir la relation sexuelle. Même n'étant pas ménopausée, il y a des moments où elle n'est pas psychologiquement préparée pour ça. Au moment où elle refuse, par exemple, en temps de fatigue, ou bien de maladie, ou bien peut-être maternité, là vous supportez, c'est tout. Et enfin, quel conseil pouvez-vous donner aux hommes dont les femmes vont bientôt devenir ménopausées? Les hommes peuvent-ils jouer un rôle dans cette étape de vie de la femme? Si un homme approche à l'âge de 50 ans, la partenaire, la femme, attend aussi la ménopause, il faut dire que c'est un état psychologique qu'il faut toujours en être informé. Quand vous êtes informé de cela, c'est passager. Et l'homme n'est pas fait pour dire que toujours sexualité, non. À l'âge de 50 ans, on n'a plus d'avenir. On fait la rétrospection, on regarde le passé. À ce moment-là, vous êtes voué à regarder le passé de vos enfants, comment vous allez organiser leur avenir, c'est tout. Alors, à ce moment-là, les affaires sexuelles ne peuvent pas être le grand centre d'intérêt de votre préoccupation. Nous remercions Ulimwengu Vivumbano. Il est enseignant et surtout époux d'une femme ménopausée. Il était au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je m'appelle Alain Vaouma, je vis à Beni en République démocratique du Congo. Pourquoi certains enfants naissent sans le sida alors que leurs parents sont séropositifs? Le sida n'est pas une maladie génétique. Le sida est une maladie infectieuse avec une transmission par voie sanguine ou par voie sexuelle. En ce qui concerne les mères séropositives qui portent une grossesse, lorsqu'elles ont suivi vraiment de façon sérieuse le traitement par ARV antirétroviral prévu et que ce traitement a été suivi avec la plus grande attention, ce traitement neutralise la charge virale chez la mère à tel point que cette charge virale devient quasiment nulle. Et de ce fait, la transmission du sida de la mère à l'enfant devient aussi nulle, sinon quasiment inexistante. Cette transmission passe en tout cas en dessous des statistiques de 1%. C'est pour ça que malgré le fait que les deux parents sont séropositifs, ils peuvent bien mettre au monde un enfant non atteint de sida s'il y a un bon suivi médical pendant la grossesse. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la ménopause. Il s'agit d'une étape de la vie qui survient quand les règles cessent d'apparaître chez une femme et qui, de ce fait, cessent de procréer. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Richard Mukendi, gynécologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Il nous a expliqué comment gérer cette étape de la vie. Nous avons aussi écouté le témoignage de Monique Mourandia, une femme ménopausée, une femme qui a connu sa ménopause à 38 ans. Elle nous a expliqué pourquoi, selon elle, la ménopause a des avantages. Nous avons également écouté le témoignage de l'époux d'une femme ménopausée. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci également à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de Cedric Franklin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages,
Retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.